Le 31 décembre dernier, Game One a éteint son signal. Pendant 40 ans, la télévision française a essayé, parfois brillamment, de comprendre, d'apprivoiser et de mettre en image ce qui allait devenir la première industrie culturelle mondiale. Des studios de Cognac Jet en 1983 au service interactif des années 2000, des pionniers du herdien aux chaînes du câble et du satellite, ce soir, on vous raconte 40 ans de jeux vidéo à la télévision française. Encyclomédia saison 1, épisode 6, c'est parti! Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris et bienvenue dans Encyclomédia, votre émission mensuelle consacrée à l'histoire des médias. Ce soir, nous allons explorer un pan méconnu et pourtant passionnant de l'histoire audiovisuelle française, la relation tumultueuse entre la télévision et le jeu vidéo. En quelques décennies, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale. En France, son chiffre d'affaires dépasse celui du cinéma et de la musique réunis. Pourtant, pendant longtemps, la télévision française ne savait pas comment en parler. Trop technique, trop enfantin, pas assez noble, le jeu vidéo a longtemps été relégué dans les marges des grilles de programmes, coincé dans les émissions jeunesse entre un reportage et un dessin animé. Et pourtant, des femmes et des hommes ont tenté l'aventure. Dès 1983, avec une émission que certains n'ont pas oubliée sur TF1, qui utilisait des images de simulateurs de vol de l'armée de l'air française, et les talents d'une société pionnière en imagerie numérique. Puis dans les années 90, avec les premiers magazines télévisés spécialisés et les premières chaînes entièrement dédiées aux jeux vidéo sur le câble et le satellite. Et même, chose qu'on a presque oubliée, avec des services de jeux interactifs directement sur les décodeurs des abonnés. Sans plus tarder, nous partons pour Pixifolie, le pays des images magiques où nous allons retrouver Antoine et Mélanie. Mais eux, ils ne sont pas tombés en panne au cours de leur voyage. Nous sommes en 1983. Nous sommes sur TF1, encore chaîne publique, à l'intérieur de l'émission jeunesse Vitamine. Une séquence inédite fait son apparition, elle s'appelle Pixifolie. Produite par Cécile Roger-Bachar et réalisée par Jacques Perrache, c'est la toute première émission française à mêler images réelles et univers de jeux vidéo en plateau. Le concept est spectaculaire pour l'époque. Dans les studios de la rue Cognac-Jet, un miroir à 45 degrés est installé au-dessus d'un écran posé au sol. Les animateurs jouent littéralement au-dessus du jeu, sous les yeux des enfants du public massés tout autour. La société Image Intégrale crée des décors à la palette graphique et des personnages en images de synthèse, dont une Miss Pac-Man. Le générique en 3D, lui, est calculé chez Control Data France, 3 mois de travail sur leurs ordinateurs. Pour la séquence de clôture, le baptême de l'image, un enfant du public est filmé sur un fond virtuel et incrusté sur des images de simulateurs de vol obtenus auprès de l'armée de l'air. Il faut imaginer, nous sommes au début des années 80. Le Minitel vient à peine d'être lancé et une émission pour enfants marie incrustation vidéo, imagerie militaire et synthèse informatique. Le projet associe dès sa genèse un expert du milieu, Jean-Michel Blotière. 1 an plus tôt, il a fondé Tilt, le tout premier magazine français entièrement consacré aux jeux vidéo. C'est par Antoine de Clermont-Tonnerre, patron des éditions mondiales, l'éditeur de Tilt, et administrateur de TF1, que le lien se fait. Je suis contacté par Cécile Roger-Machar et Jacques Perrache. Cécile Roger-Machar était productrice de la séquence jeux vidéo de TF1 qui s'appelait Vitamine à l'époque. Et Jacques Perrache était réalisateur, très talentueux, très innovant, très à l'affût de toutes ces nouvelles technologies. Donc on se rencontre avec Cécile et avec Jacques et on commence à créer Pixifolie, donc qui était quelque chose de très très différent de MicroKids puisque c'était scénarisé. L'idée de Pixifolie, c'était de s'inspirer de l'univers des jeux vidéo pour plonger le public dans les jeux vidéo.
Et il y avait cette idée extrêmement originale à l'époque qui était de dire on va créer des images de synthèse, on va faire appel de l'image numérique et on va pixeliser les présentateurs ou les joueurs, etc. Et on va les emmener à l'intérieur des jeux vidéo. Donc l'émission était avec un écran géant qui ressemblait un peu à un ring de boxe, donc un écran horizontal avec en dessous un miroir à 45 degrés et dans lequel on pouvait projeter des images de jeux vidéo avec une caméra au-dessus de ce ring qui récupérait ces images. Et puis, il y avait une audience tout autour, et puis un ou deux, il y avait trois présentateurs au total, deux garçons et une fille, et un des garçons, la fille se faisait généralement enlever par un vilain vizir ou un conducteur d'automobile fou, etc. Donc, elle disparaissait dans l'écran en se pixelisant et elle devenait un personnage de jeu vidéo. Mais Pixifolie est une entreprise fragile. Le crash du jeu vidéo de 83-84, l'effondrement d'Atari, l'indigestion du marché des consoles frappent de plein fouet l'industrie mondiale. Les journées de tournage épuisent l'équipe 14 heures d'affilée. L'émission est pourtant saluée par la critique. Pixifolie s'arrête en 1985, après environ un an et demi d'antenne. La première pierre est posée. Après l'arrêt de Pixifolie, le jeu vidéo disparaît presque totalement des écrans pendant plusieurs années. Le paysage audiovisuel est en pleine révolution, privatisation de TF1, lancement de l'A5 et de TV6, puis M6, arrivée de la télévision par câble, mais le jeu vidéo, lui, renaît de ses cendres. La NES débarque en 1987, la Game Boy suit en 1989 dans le monde, la Mega Drive de Sega, la Super Nintendo, bref, le marché des consoles est relancé. En 1990, un premier signe apparaît. Sur Antenne 2, dans le programme jeunesse Eric et toi et moi, une courte séquence hebdomadaire fait surface. Gros plan sur la souris. 5 minutes chrono, pas de présentateur en plateau, juste des images de jeu, des notes sur 5 et une rubrique redoutée, les bannis, qui étrie sans pitié les mauvais titres. Le ton est direct, le rythme est soutenu. Gros plan sur la souris ne durera qu'un an, mais la séquence prouve qu'un public existe. Sur FR3, l'autre chaîne du service public, on l'a compris aussi. Le tournant décisif, c'est MicroKids. Lancé en septembre 1991, c'est le premier véritable magazine télévisé consacré aux jeux vidéo et à la micro-informatique. Produite par Richard Joffo et présentée par Jean-Michel Blotière, l'émission est une version télévisée de la presse spécialisée. Tests, informations, interviews de créateurs, compétition entre les joueurs, mais le format porte les contraintes de la télévision généraliste. Tout est minuté, et le ton se veut pédagogique. Et moi, je me trouve face à un dilemme qui est, c'est très bien, je vais présenter MicroKids, mais je suis salarié d'un groupe de presse avec un contrat avec une exclusivité de travail, etc. Et, un magazine sur les jeux vidéo qui est dans un gros groupe de presse qui n'est pas du tout intéressé par les jeux vidéo, qui est dirigé par des gens qui sont tous de la génération d'avant et donc qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe là et qui regardent ça vraiment avec des dingues qui sont beaucoup plus intéressés par Diapason, la musique classique ou Auto Plus sur les automobiles ou toute une nouvelle salve de journaux qui ont été lancés. Ça les intéresse. Le jeu vidéo, on est vraiment sous les combles. On est littéralement sous les combles. Il y a 6 étages avec un ascenseur qui monte au 6e étage. Pour nous accéder, il faut sortir de l'ascenseur, prendre un petit escalier en colimaçon pour arriver au 7e étage sous les combles, où les dames de compagnie qui arpentent le boulevard des Italiens donnent rendez-vous à leurs clients dans les toilettes de notre journal. Donc, c'est un petit peu folklorique aussi. Enfin, tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément pris très au sérieux par ce groupe de presse qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe et puis qui voit tous les autres journaux qui sortent et qui se disent mais peut-être on devrait arrêter tout ça et puis se concentrer sur des trucs qu'on connaît nous et puis qui sont un peu plus sérieux que les jeux vidéo. L'enregistrement approche et moi je vais me retrouver quand même à la télé et il va se passer, ça peut créer une situation un peu délicate avec mon patron et le patron de mon patron et le patron du patron de mon patron.
Et donc, avec Richard Joffo, on monte un petit stratagème et Richard Joffo va voir, j'organise un rendez-vous entre Richard Joffo et l'éditeur de Tilt, donc mon boss, sans que moi je participe au rendez-vous. C'est simplement, je dis, bon, voilà, il y a un producteur qui a un projet d'émission de télévision, ça m'a l'air intéressant, il aimerait être partenaire avec nous. Moi, vous savez, mon pauvre monsieur, ça me dépasse. Moi, ping, ping, boum, boum, jeux vidéo, pong, pong. Moi, pas parler bien français, mais jeux vidéo, oui. Euh, et peut-être, ce serait bien que vous vous rencontriez. Et donc, Richard Joffo vient au rendez-vous avec l'éditeur en question et présente le projet. Et l'éditeur voit tout de suite le bénéfice énorme que ça peut avoir, que ça soit une émission présentée par ou organisée avec le soutien de Tilt, Console Plus, etc. Voir que ça va faire ça va faire une pub extraordinaire pour les journaux. Et Richard Joffo, dans le courant de la conversation, glisse, et bien évidemment, nous serons heureux d'accueillir Jean-Michel de temps à autre pour présenter une ou deux rubriques ou parler de la sortie du prochain journal. Et puis voilà, et puis comme je l'ai raconté dans le bouquin euh, sur MicroKids, à 2-3 heures du matin, je me réveille un peu en sueur en me disant, bon, dans 3 heures, tu seras face à une caméra, tu n'as jamais fait ça de ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'il est peut-être temps de préparer quelque chose? Et donc, je me suis pointé, j'ai mis mon petit costume, je suis passé au maquillage, ce qui était tout nouveau pour moi, parce que tu ne te fais pas maquiller, enfin, tu vois, c'est pas un truc, en tant que garçon, tu ne te maquilles pas tous les jours, quoi. Et donc, tu passes au maquillage, tu te fais maquiller, tu mets ta jolie petite veste, ton petit t-shirt, ton machin. On était allé faire du shopping avec Richard Joffo, qui m'avait acheté des vestes qui étaient 3 fois grandes, 3 fois trop grandes pour moi, parce que j'étais gros comme une allumette, enfin épais comme une allumette. Et, euh, et bref, me voilà face à cette caméra. Et là, c'est parti. Et c'est parti. Et c'était intéressant parce que MicroKids a duré 5 ans et les premiers 3 mois, c'était un énorme trou noir. C'est-à-dire, je voyais rien. Je passais sur autre chose. Je switchais en pilotage automatique, mais c'était noir absolu. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à repérer qu'il y avait une caméra qui filmait. Et c'était pas simple parce que on faisait ça à François Strasbourg, François Alsace. Les mecs, jeux vidéo, ils sont tamponnaient le coquillard. Donc, du coup, il plantait sa caméra. Le mec, il démarrait la caméra, il ouvrait son journal, l'Est éclair ou je ne sais quoi. Et il commençait à lire le journal avec la caméra qui tournait. Et toi, tu es tout seul avec ton micro, ton petit machin, ton petit costume. Tu es face à ta caméra et puis tu n'as même pas un être humain qui te regarde et puis qui te soutient. Tu vois, tu es vraiment tout seul, tout nu. MicroKids restera à l'antenne 6 ans. Près de 140 émissions, l'émission aura formé le regard de toute une génération dans un cadre encore très conservateur. Mais déjà ailleurs, des esprits plus audacieux rêvaient d'une télévision entièrement dédiée aux jeux vidéo. Et c'est un homme en particulier qui va rendre cela possible. Pour comprendre la suite de notre histoire, il faut s'arrêter un instant sur un personnage clé, Alain Le Diberdère. Normalien, docteur en économie des télécommunications, passionné de technologie et joueur depuis toujours. Moi, j'étais un joueur depuis le début, parce que je pense que la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, c'est à Pong, dans le bowling de la Matène à Vincennes, qui est célèbre parce que c'est par là que commence pratiquement les tontons flingueurs, et il y avait un Pong. Et puis ensuite, avec mon frère, on a joué à tous les jeux donc des années 80. On était équipé d'un Apple II, d'un Atari. Il avait eu un ZX. Et donc, on était joueurs, et j'avais persuadé Lang qu'en fait, il fallait considérer les jeux vidéo comme une forme d'art, d'expression très importante, et surtout négligée.
décidé de proposer à FR3, à l'époque, la troisième chaîne, qui est devenue France 3, de faire une émission sur les jeux vidéo. Je dirais comme ça. Enfin, l'idée était très, très ferme, était très précise. Maintenant, comment le faire, c'était beaucoup moins précis. Et je lisais Tilt, et je suis parti, donc, effectivement, par la base, c'est-à-dire, j'ai appelé le secrétariat, ma secrétaire a appelé le secrétariat de Tilt pour qu'on ait une rencontre avec Gauthier, et je lui ai expliqué mon idée. Et alors, Jean-Michel, à l'époque, n'avait pas de connaissance de la télé, mais c'était pas un problème. Et d'ailleurs, il a appris très vite. Et puis, l'affaire est partie comme ça. Donc, c'était je pense, en 90. En 1993, avec son frère Frédéric, le Diberdère publie Qui a peur des jeux vidéo ? Premier ouvrage de référence sur le sujet en France. Le jeu vidéo, défendent-ils, est un art à part entière, le 10e art. Un an plus tard, Canal+ le recrute comme directeur des nouveaux programmes, carte blanche pour inventer la télévision du futur. Donc c'est pour ça que De Greff a fait venir, et par plaisanterie, il m'a dit, t'as qu'à dire on va dire que t'es directeur des nouveaux programmes. Et ce qui ne voulait pas dire grand-chose d'ailleurs, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucun programme. Et donc, effectivement, il y a eu 4 années, enfin plus que ça, même 6 années extraordinaires, où on a fait tout, je veux dire. On a lancé le premier site internet de télévision, on a fait les premières vidéos streamées, on a fait des émissions interactives. De cette effervescence naît un objet télévisuel sans précédent. C2 points, comme la commande informatique pour les adeptes de MS-DOS. Au printemps 96, C-Direct permet aux abonnés de Canal Satellite de télécharger jeux et logiciels via leur décodeur. On est en 1996, des années avant la DSL. Mais encore, faut-il convaincre les éditeurs de jouer le jeu. C'était grandiose quand même, parce que on voulait faire de la diffusion de jeux vidéo, du téléchargement de jeux vidéo en 1995. Bande passante à pleurer. Et donc, du coup, j'étais en contact avec tous ces studios. Je me souviens effectivement de les voir à Electronic Arts. Et ben voilà, alors nous on est en France, et alors nous en France, on a inventé le Minitel avant qu'Internet ne voie le jour. Là, on vient d'inventer le téléchargement de jeux vidéo, et avant que vous y pensiez. Et donc, j'ai besoin d'avoir le code de FIFA, truc. Vous supprimez, please, toutes les cinématiques parce que c'est trop lourd. Donc voilà, à la limite, vous me donnez le code et puis on va un peu réécrire des trucs pour faire en sorte que ce soit téléchargeable. Bon, je plaisante. Je plaisante. En fait, on était obsédés par un truc qui a disparu maintenant, qui s'appelait le shareware. À l'époque, les gens avaient des PC et il n'y avait pas Internet. Et donc, moi, je m'étais dit, c'était quand même assez contraignant, les disquettes, les CD. Et nous, on avait donc le numérique, un peu Canal+, qui avait un débit de satellite qui était formidable, en fait, puisque ça passait une chaîne, c'était entre 2 et 5 mégabits par seconde. Alors qu'à l'époque, les modems, c'était 56 kilobits pour les modems de luxe. Et donc, ces 2 points, l'idée, c'était d'utiliser les capacités du satellite qui n'étaient pas toutes utilisées pour proposer la distribution de shareware, en fait. Donc, c'était très limité comme but. Et dès qu'il y a eu Internet, dès que la distribution des bonus, des updates, etc., c'était fait par Internet, ça n'avait plus aucun intérêt. Quelques semaines plus tard, une chaîne vient se greffer au service, avec ses premières émissions, Test, Microscan et les rediffusions de Cyberflash et Cyberculture, produites pour Canal+. Pour la première fois, un test de jeu vidéo peut durer 10 ou 15 minutes, là où MicroKids n'en accordait qu'1 minute 30. C'est un laboratoire, l'équipe dirigée par Nathalie Coste-Cerdan invente au fil de l'eau ce que pourrait être une télévision du numérique. Mais C-Direct ne dépassera jamais les 10 000 abonnés et la chaîne C2 points perd de l'argent. Fin 97, les productions s'arrêtent, une trentaine de personnes sont remerciées juste avant Noël.
Mais quelques jours plus tard, une autre annonce tombe. Il faut lancer en quelques mois la première chaîne européenne entièrement dédiée aux jeux vidéo. Des cendres de C2 Points, Game One est sur le point de naître. Mais avant de raconter la chaîne, il faut revenir à un moment très précis. Une rencontre fortuite dans un TGV entre Alain Le Diberdère et Bruno Bonnel, le patron d'Infogrames. J'habitais à Paris, mais mes racines étaient à Grenoble. Et donc, je rentrais par le TGV, et un jour, je trouve que je rentre dans le même TGV que Bonnel. On se connaissait depuis longtemps avec Bruno. Et Bonnel venait de réussir son introduction en bourse, et avait des grands projets de rachat de boîtes, etc., etc. Donc, en 98, Bonnel me dit, ouais, je voudrais un média, il faut que je fédère tout ça. Et moi, je lui dis, bah, écoute, ça me rassurerait que tu rentres à 50% dans ces 2 points, parce que je sens qu'ils vont me lâcher. Pas de greffe, hein, mais la direction financière du Canal+. J'avais raison, mais j'avais pas non plus de preuves, quoi. Et donc, l'affaire se fait, et Bonnel dit oui, bah, très bien. Et puis moi, il me faut un truc international, donc ces 2 points, ça va pas, on va l'appeler ça Game One. Et pendant un certain temps, Game One ne change pas d'endroit, donc il y a toujours une grosse aria, et c'est toujours dirigé. La patronne de tout ça, c'était Nathalie Cosse-Cerdan. Et donc ça se passe harmonieusement au début. En septembre 1998, Game One naît sur Canal Satellite, première chaîne européenne entièrement dédiée aux jeux vidéo. La direction est bicéphale, Nathalie Coste-Cerdan la direction générale, Patrick Giordano au programme. Dans cette même équipe, il y avait un jeune homme dont la passion pour la télévision allait jouer un rôle décisif. On écoute Patrick Sarrea. Alors, écoute, moi je suis de par mon parcours un peu chaotique, la télé c'est devenu un peu un membre de ma famille. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai été placé en DAS à l'âge de 4 ans jusqu'à mes 7-8 ans, je crois, j'oublie tout le temps. Je fais de la résilience beaucoup sur ce moment-là. Et justement, j'ai plus aucun souvenir de ma scolarité de cette époque-là, etc. J'étais avec mon frère aîné qui a 50 plus que moi. J'ai des moments de vie avec lui. J'ai des souvenirs un peu des gens, parce que j'ai fait 5-6 familles d'accueil. On était en famille d'accueil, pas en foyer. Et figure-toi que la télé, je l'ai aimée tout de suite parce que c'était la seule qui était tout le temps avec moi. Et les incarnations de la télé, c'était ceux qui m'abandonnaient jamais. Le soir à 20h, Roger Giquel, il était là. Jean-Claude Bourret était là. Jacques Martin était là. Casimir était là. Et donc, eux, mais c'est en psychanalyse que tu comprends ça. C'est pas comme ça. J'ai 54 ans, donc tu te doutes bien que le chemin, j'ai su ça j'ai compris cela il y a une décennie seulement, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est ça, c'est que j'avais en moi cette reconnaissance vis-à-vis de ce média et de ces gens-là. Donc, quand j'étais petit, je voulais être Jacques Martin. Je voulais faire des trucs comme le Muppet Show, comme la rue Sésame, comme l'île aux enfants. J'avais vraiment ce truc, cette énergie. Premier contact avec Canal+, on lui demande de céder gratuitement ses contenus web au service de téléchargement de C2 Points. Il refuse. 6 mois plus tard, on le rappelle pour un vrai poste. La version espagnole de C2 Points, Canal SC, où il devient le Marcus espagnol à l'écriture des tests de jeux. Il crée le premier site internet de Canal Satellite, apprend le montage et décroche un CDI. Quand le projet de chaîne de jeux vidéo se profile, toute l'équipe de C2 Points n'a que quelques mois pour inventer les formats de ce que va devenir Game One. Il faut lancer la première chaîne de jeux vidéo. On a 6 mois. Et voilà. Et il lui sort une feuille. C'est lui qui raconte. Il sort une feuille où il y a en gros un JT des jeux vidéo de 5 minutes, un top 10 des jeux vidéo, 3 clips rideau. Et Patrick Giordano dit non, mais on peut pas. C'est pas possible. Et Jeff lui dit on n'a pas d'argent. Et donc, c'est là que tout l'esprit et tout ce qui nous a guidés tous jusqu'à encore aujourd'hui, c'est se dire, on est payé. On n'est pas super payé, mais on est payé. On est porté par cette passion. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer sans se faire de mal, facilement? Tant pis, on finit à 2h du matin tous les jours. C'est ça un peu, sans se le dire. Tu vois, là, je te le formule comme ça. Mais en gros, Game One a été fait comme ça. C'est-à-dire que moi,
Ma femme qui bossait à l'international de Canal+, elle me rejoignait après son boulot et elle finissait à dormir sous des bancs de montage pendant que je montais des clips de jeux, des conneries, des machins. Mais on était heureux, tu vois. Quand Google et les GAFAM te disent oui, ici c'est un univers cool, c'est pas vrai, vous êtes en train de fabriquer ça. Est-ce que vous avez demandé aux gens si ça leur allait? La plupart, non. Et à l'inverse, nous, ça nous allait très bien. Si on nous laissait le temps d'aller nous laver au moins une fois et qu'on avait à manger et qu'on nous payait le taxi si on était dans la merde, ça allait très bien, tu vois. Bon. Et donc, Giordano, il trouve l'idée des clips de jeux vidéo, incroyable. Et très vite, il veut mettre en avant les musiques indépendantes, les artistes indépendants. Donc, ça marche encore mieux. Et puis, Game One se fabrique avec énormément de clips de jeux vidéo parce que c'est, entre guillemets, facile à faire. Il faut avoir la main pour faire les clips de jeux vidéo. Moi, j'en ai fait quelques-uns, mais je n'étais pas le plus doué pour ça. Donc, j'ai vite lâché l'affaire. La chaîne démarre avec seulement 2 heures de contenu frais par semaine. Le reste du temps, des solus, des clips de jeux vidéo remontés sur de la musique, à l'actionnariat, Canal+, et l'éditeur de jeux Infogrames. Très vite, Game One ne parle pas que de jeux. On y cause musique, bande dessinée, et à partir de 2000, les premiers animés font leur entrée dans la grille. Ceux qui voulaient essayer des trucs, essayaient des trucs. Et si le temps consacré aux jeux vidéo était compté sur les grandes chaînes, ici, on n'est pas tenu de regarder l'horloge. À la fin de l'été 1999, Patrick Giordano quitte Game One. Patrick Sarrea a 26 ans et le remplace à la direction des programmes et de l'antenne. La prise de poste est brutale. Une partie de l'équipe refuse de suivre le nouveau patron par loyauté envers son prédécesseur. Moi, on m'appelle un samedi soir. Donc, je savais les guerres, mais je ne savais pas le détail des guerres. Je l'ai su des années après, mais vraiment des années après. En ayant les 2 sons de cloche, parce que sinon, ça ne marche pas. Résultat des courses, on m'appelle un samedi de fin août. En plus, fin août, c'est mon anniversaire, mais ce n'était pas un cadeau d'anniversaire. Et on me dit, c'était avant. On me dit, Nathalie Cosse-Cernan me dit, voilà, Patrick Giordano a décidé de partir. Alors, je dis, je sentais bien que c'était la merde et comme je suis des deux côtés, je sentais que à un moment, ça allait être irréconciliable, mais quoi. Elle me dit, écoute, est-ce que pour... Ça, c'est drôle. Ça, c'est les gens qui n'ont pas fait avant. Elle me dit, est-ce que pour lundi, tu peux refaire une nouvelle grille? Je dis, non. Je dis, pour lundi, je ne vais pas faire de nouvelle grille. Elle me dit, mais est-ce que tu veux être le directeur des programmes de Game One? Je dis, oui. Je suis salarié Canal+ Game One. Je pense être à même de le faire. Je te remercie pour ta proposition. Oui, je veux bien. En revanche, on ne va pas toucher à la grille de Patrick Giordano. 1, parce que structurellement, c'est pas possible. Et 2, par respect. Ce qu'il a fait est pas mauvais. On va y aller par palier et on va continuer à faire ce qu'il fait. À part des trucs qu'il a produits par lui-même, il n'y en avait pas beaucoup. On va continuer. Le 24 novembre 2000, la chaîne frappe un grand coup. La couverture en direct du lancement de la PlayStation 2 depuis le Virgin Megastore des Champs-Élysées. Mais ce direct a failli ne jamais avoir lieu. Et il se trouve que la secrétaire de la directrice générale était mariée avec un des mecs de télévision, un des techos. Je dis, bon, Michel, ramène ta camionnette, on va parler, toi et moi. C'est le même groupe, tu vas pas nous facturer ça. Il dit, peut-être c'est possible et tout, machin. Et donc, il vient avec sa camionnette télévision et rendez-vous est donné sur les Champs-Élysées. Et il y a une toute petite rue parallèle au niveau de... Parce que tu ne peux pas te garer sur les Champs-Élysées, c'était forbidden à l'époque. Donc, tu dois te mettre dans une des rues parallèles. Et là, le gars me dit, on a un problème. Alors moi, je lui dis, c'est toi qui as un problème. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Il me dit, en fait, regarde, la rue est tellement étroite, on ne peut pas taper le satellite. Merci, au revoir. Salut. Donc, e-télévision, le truc gratos, c'est mort. Je dis, mais comment on fait un direct, sans émetteur? Et vraiment, c'est dégoûté, quoi. Et le bon Jean-François Estève, ça va te plaire, ça, comme anecdote, Saphir, tu vas voir. Le bon Jean-François Estève, qui était dans le groupe Canal depuis très longtemps, et qui était toujours il y a encore pas très longtemps, qu'est-ce qu'il fait? C'était la grande époque de Canal+ Technologie, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, toi et moi, les décodeurs de fou, le futur, etc. Et il y avait des mecs, chez Canal, au siège, qui avaient, à la techno, à la diff, qui avaient monté leur propre outil de diff en VHF, dans un 4x4. Et donc, ils nous sortent, c'était vraiment l'agence au risque.
Et Jeff, il dit, ouais, j'ai appelé les mecs, c'est sensationnel, ils sont d'accord. Je dis, mais c'est combien? Il me dit, non, mais c'est la famille, c'est Canal. Et donc, VHF, il n'y a pas de problème comme ça. Et donc, on a réussi à transmettre grâce à un truc bricolé dans l'ombre de tout le monde chez Canal. C'était un kiff de la direction technique, tu vois. Quand tu es dans un métier, tu te fais la main sur des trucs, tu t'amuses à développer parce que tu veux pas perdre la main. Donc, ils avaient fait ce truc qui était dans un 4x4, qui avait peut-être servi une fois ou deux à Canal et ils savaient même pas Canal que ça avait servi, tu vois. Les images de cette nuit sont reprises le lendemain par les journaux de TF1, France 2, Philippe Gildas sur Canal+. Pour la première fois, les grandes chaînes prennent conscience que le jeu vidéo peut générer un événement médiatique. Game One sort de l'ombre, mais c'est aussi le début de la fin de l'innocence. Quelques semaines plus tard, le PDG de Canal+, Pierre Lescure, vient annoncer en personne, pendant les fêtes de Noël, le retrait de Canal+ du capital. Canal vient alors de fusionner avec Vivendi Universal, et pendant des mois, rien ne change. Puis à l'été 2001, Infogrames, désormais actionnaire majoritaire avec 85% du capital, nomme un nouveau président. Les priorités changent, la pub clandestine s'invite dans les émissions, Marcus s'en va, Sarea résiste et défend son équipe. Mais le bras de fer est perdu d'avance. Jusqu'à début d'été 2001, on sent rien du tout. On fait des économies, mais on sent rien. Et à l'été 2001, je me rappellerai toute ma vie, Nathalie Cosse-Cerdan convoque ce qui était la direction. Donc, il y avait moi, il y avait Laurent Madjarian qui était notre directeur technique, enfin tout le monde. On s'enferme dans un tout petit bureau et elle dit c'est la merde. Il nomme un gars qui s'appelle Michael Sportus, la moitié le connaissait déjà, puisqu'il avait déjà fait beaucoup de dégâts dans le monde du jeu vidéo. Il avait mon âge, hein. Il avait 30 ans, il avait mon âge. Résultat des courses, elle nous dit voilà, il y a ce mec-là, il va arriver, c'est lui le nouveau président. Et il m'a déjà demandé de partir ou un truc dans le genre. Il faut sauver la chaîne, ça va être une galère, etc. Là, on est un peu sous le choc. Et puis, on sent rien. Et puis, le mec arrive et il est très agréable, très adorable, charmant, à tu et à toi. Moi, il dit à quel point il admire ce que je fais pour la chaîne. On va au MIP d'octobre. Et là, première humiliation. J'allais signer avec Warner qui ne signait pas en dessous d'1 million des contrats à l'année. Et là, avec moi, ils acceptent. À 500 000 balles pour l'année, j'avais des fictions quotidiennes, des séries hebdomadaires et des téléfilms de SF de chez Warner. On signe ce qu'on appelle un deal mémo. À Cannes, il essaie de me faire rêver, il m'emmène sur la plage du Martinez pour déjeuner, il me dit machin, et il me sort une liste de 60 intermittents et il faut en virer la moitié. Et à partir de ce moment-là, moi, je lui dis, c'est pas comme ça, en fait. Et j'ai pas fait le syndicaliste de merde, tu vois, c'est ça, parce que l'histoire retient ça. Alors, petit 1, je vais le dire tout de suite, tous ceux que j'ai défendus m'ont pas dit au revoir quand je suis parti, et ils savaient pas que je les avais défendus, tous. Il y a que Pierre Boulet qui m'a salué quand je suis parti. Marcus était déjà parti, hein, voilà. Et donc, il me dit, il faut les virer. Je dis, bah non, c'est pas comme ça. Il me dit, si, c'est comme ça. Je dis, écoute. Puisque tu dis que je suis un professionnel, on va arrêter avec le mélangeur de la Coupe du Monde, on va arrêter avec le studio de 120 mètres carrés, on va arrêter avec les 3 étages du bâtiment à Boulogne. Et rien que sur la réduction, et je savais le prix, que ça coûtait une fortune. Voilà. Moi, ma grille, elle coûtait l'équivalent de 6 millions d'euros aujourd'hui pour les programmes. J'avais 6 millions d'euros. Qui est vraiment... voilà. Mais les locaux, c'était beaucoup plus, tu vois. Donc, je dis, si on fait ça, on n'a pas besoin de se séparer de tout le monde. Il dit, tu vas pas dire que tous les gens sont indispensables. Je dis, si, quelque part, pour plein de fonctions et plein de tâches, ils sont... Voilà. Il m'a fait ça, tu sais, comme dans la pub, comme Palace au début et la pub MAF, je l'aurai un jour, je l'aurai. À partir de ce jour-là, il a cherché des fautes de ma part pour me licencier systématiquement. Et ça a été très douloureux. Sauf qu'entre-temps, avec Marcus, il a trouvé à la photocopieuse un papier, et puis moi, j'en ai trouvé d'autres, qui montrait qu'il vendait de la pub clandestine dans la Game Zone, idéalement dans Level 1, aux annonceurs. Dire du bien des jeux vidéo en échange d'argent. C'est de la pub clandestine. Marcus dit, je me barre. On est en novembre. Il tourne un... Parce que tout le monde se souvient du Metal Gear Solid de 2002 où il s'en va, mais il en a tourné un dès novembre. Où il dit aux gens, c'est un jeu de merde, Woody Woodpecker, mais je vous demande d'aller chercher un papier, un stylo. C'est important. Vous avez toujours fait confiance. Et à la fin, il donne son mail et son site web.
parce qu'il annonce qu'il se barre. Et celle-là, finalement, on l'a pas diffusée, on a attendu un peu. Entre-temps, on a prévenu l'ex-Arcom, l'ancien Arcom, le CSA. Ils n'ont pas bougé une oreille. Libé a fait un article où on était sous couvert d'anonymat. Sportous m'a menacé du pire parce qu'il a reconnu que c'était moi qui avais dénoncé ça, alors qu'il y avait beaucoup de Marcus quand même. C'est Erwan Cario qui avait fait l'article. Et donc là, ma vie est devenue un enfer. Je l'aurai un jour, je l'aurai en permanence. Février 2002, Sarrea quitte l'antenne de Game One. Il a alors 28 ans. Après son départ, Game One connaît plusieurs vies. Infogrames finit par céder la chaîne à MTV Networks en 2003. La chaîne se professionnalise, développe les animés japonais. Viacom puis Paramount prennent le contrôle total, mais l'identité pionnière des débuts s'efface progressivement. Nous y reviendrons. Mais avant de quitter l'univers de Canal+, il faut raconter une dernière aventure, peut-être la plus visionnaire de toutes. Souvenez-vous, Alain Lediberder inventait la télévision du futur. Parmi ses projets les plus fous, un monde virtuel en 3D, persistant, où des milliers d'internautes pourraient se retrouver, voter et vivre. Son nom, le Deuxième Monde. Nous sommes en 1995, 10 ans avant Second Life. J'avais testé un jeu de Cryo, c'est comme ça que j'ai rencontré Cryo, qui s'appelait KGB. Et KGB, c'était un jeu d'aventure qui existait en langue multiple. Et je m'étais dit, mais alors, si moi je joue à Paris en français, mais on pouvait jouer en ligne, c'était en ligne rudimentaire, mais en ligne, et que je joue contre un Allemand. L'Allemand, lui, il parle allemand, mais moi, je vais voir en français. Deuxième étape, en me disant, oui, mais l'embêtant, c'est que bon, si moi, je veux bouffer parce que c'est 21h, je me décroche et tout s'arrête, et alors le type, il ne voit plus rien. Donc, il faut un monde persistant. Et donc, c'était la deuxième idée, c'est de se dire, il faut faire quelque chose qui soit potentiellement international et persistant. Et moi, je voulais quelque chose, comment dire, une communauté. Et ce que je disais à Philippe, c'est que plus ton univers est étrange, plus les utilisateurs sont stéréotypés. Si tu veux que un utilisateur soit original, créatif, ambitieux, allant de l'avant, il faut qu'il n'ait pas à penser à son univers. Donc, je veux un univers qui soit Paris. La logique était que c'était développé et géré par la communauté des utilisateurs, dont les bimondiens. Effectivement, il y a eu des mariages dans le monde réel. Et quand Vivendi a débranché la prise, les bimondiens continuaient à exister. Vivendi débranche la prise et les bimondiens, eux, continuent d'exister. Pendant que Canal+ détruisait ses propres créations, une aventure proprement invraisemblable prenait forme ailleurs. Ses artisans, Alex Pilot, venu de Nice où il avait tourné avec ses potes une série parodique intitulée Bitoman, et Sébastien Ruchet, ingénieur originaire de Marseille, fan d'animation japonaise depuis l'adolescence et contributeur du magazine Animeland. Les deux hommes se sont d'abord croisés sans le savoir sur les forums Minitel, cachés derrière des pseudos, avant de se retrouver dans les pages d'Animeland, puis de créer ensemble Pocket Chami, une petite société de production qui travaille pour Game One. En 2006, 3 facteurs convergent pour rendre l'impossible possible. L'explosion de l'ADSL et de la Freebox, qui ouvre le paysage télévisuel à de nouveaux entrants, la démocratisation de la vidéo numérique, qui permet de produire des émissions correctes avec un ordinateur et une caméra, et l'existence de serveurs de diffusion bon marché, pilotables par de simples playlists VLC. Coût mensuel, 1 000 €, le prix d'un loyer. C'est ce que nous explique Sébastien Ruchet. On avait passé toute la nuit à réfléchir à ce qui serait possible. Parce que après, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Tu as très très peu de moyens, tu as un tout petit peu de matériel avec ta société de prod, tu vois une occasion. Tu te dis, ok, peut-être qu'on peut parler à des gens autour de nous, peut-être qu'on pourrait lever un peu d'argent et essayer de tenter un truc pour quelques mois, avec aucune assurance que ça suive derrière, parce qu'au niveau rentabilité, au niveau revenu, qu'est-ce qui se passe à la télé ? Tu vends de la pub, chaîne payante, chaîne gratuite. Tu peux pas lancer une chaîne payante sans avoir des contenus, des fictions, voilà, ou alors du sport en direct ou des choses comme ça. Mais en tout cas, nous, on était vraiment dans le partage de l'information, donc plus dans le gratuit et la publicité. Et donc, on
on a parlé, on a commencé à avoir l'idée, l'espoir de réaliser un projet, de lancer une chaîne de télé en France, en nous. On a commencé à en parler un petit peu autour de nous avec beaucoup d'appréhension parce qu'on pensait qu'on allait se moquer de nous, de cette ambition. Qui êtes-vous pour oser avoir ce rêve et lancer ça? On en a parlé à Patrick Giordano, donc un petit peu le mentor d'Alex, qui était directeur de programme de Point de Game One, le créateur de la société de production GameProd. On en a parlé à Marcus aussi également, qui avait créé le V1 sur Game One. Et ils nous ont pas traité de fous. Ils nous ont dit ça pourrait se faire, ça va être difficile de gagner de l'argent avec, mais c'est pas impossible en tout cas de tenter un truc. Ah bon, ok. Et puis en parlant un petit peu autour de nous, on a vu qu'on pouvait lever un tout petit peu d'argent, mais l'économie des startups et des entreprises est dingue. Mais si tu veux, il fallait réaliser qu'à l'époque, on savait que rentabiliser une chaîne de télévision, ça prenait beaucoup de temps. Même Game One, c'est de points, je crois que ça leur avait pris 10 ans d'arriver à l'équilibre, avec des moyens de groupe, enfin de groupe télé installés. Donc on savait qu'on allait devoir partir sur des bouts de ficelle et faire tenir ces bouts de ficelle le plus longtemps possible pour déclencher des choses. Ok, soit. Ça voulait pas dire qu'on pouvait pas partir en soi. Donc on pensait qu'on allait durer 6 mois et on a lancé ça, on a levé un peu d'argent et puis on a organisé on a pris des locaux un peu plus grands pour pouvoir avoir un fond vert pour tourner des incrustations. Et on a fait une petite soirée avec nos grands cercles d'amis élargis pour annoncer ce qu'on allait faire. Et à notre grande surprise et grand plaisir, les gens étaient intéressés pour participer, apporter leur pierre à l'édifice. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Par contre, on pouvait proposer une chose qui était rare, inconnue jusqu'ici et précieuse, c'était la liberté. Pour des gens, de créer quelque chose qui allait pouvoir être diffusé à la télévision. No Life naît le 1er juin 2007 sur le canal 34 de la Freebox. La chaîne n'a pas d'argent, mais elle a quelque chose de rare, la liberté. Pour des gens qui avaient des idées de programme, mais pas de diffuseur, No Life ouvrait ses portes. On n'avait pas à offrir d'argent, mais on avait à offrir de la liberté. Donc des gens qui avaient un projet, qui voulaient accéder à une diffusion télé, pouvaient se constituer en asso, en société, voir quels moyens ils avaient, et nous proposer des choses. Et c'était pas garanti qu'Alex dirait oui. Pas du tout. J'ai envie de dire que la qualité de No Life, c'est aussi de ce qu'il a refusé, de ce qu'il a accepté. Mais de bonne foi, quand c'était intéressant, c'était parti, quoi. Je peux te citer l'exemple, par exemple, de Fabien Fournier et de son équipe de l'IDRI, qui faisait du film amateur comme nous à l'époque de France 5, et qui avait, pour No Life, créé le projet Noob. Voilà, qui sont venus nous présenter très sérieusement. Ils sont montés à Paris depuis Toulon, beau dossier, présentation et tout. Et Alex a dit oui avec plaisir. Et ça a lancé quelque chose qui perdure aujourd'hui. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. Un énorme succès. Des records de crowdfunding battus, enfin, super aventure. Et voilà, pour que quelque chose soit diffusé sur No Life, c'était pas si compliqué. Il fallait que ce soit rigoureux, original, de bonne foi. Et voilà. Et après, avec un certain niveau technique, où on pouvait éventuellement aider, avec par exemple des endroits pour tourner, une gestion du son, des efforts de montage peut-être, des habillages. Voilà. Mais du coup, ça a rendu accessible la diffusion à beaucoup de gens. Pendant 11 ans, la chaîne offre une programmation d'une richesse stupéfiante pour ses moyens. Mais No Life vit perpétuellement au bord du gouffre. C'était très difficile d'avoir un modèle économique qui tienne. Donc, on a vécu au départ sur nos investissements, qui avaient des limites. Heureusement qu'Okama était là pour nous permettre de continuer et nous aider, nous pousser vraiment à essayer d'accéder à la télévision. Mais même ça, c'était très lent à obtenir en termes de revenus publicitaires. Ça a été long et difficile. Et du coup, à un moment,
même Ankama voyait qu'ils n'y arrivaient pas, enfin, que ça n'allait pas porter leurs fruits. Donc ils disaient, bon, voilà, ça fait tant de mois qu'on finance, on ne peut plus la justifier. Et on a été tous bien désolés. On aurait voulu leur proposer des retours concrets plus tôt, nous aussi. Mais du coup, c'était dommage. Est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour continuer? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut vendre, commercialiser, si ce n'est de la pub à haute échelle comme font les autres chaînes, ce qui n'arrivera que plus tard? Eh bien, à cette époque-là, on avait réalisé que on était un peu différent des autres chaînes de télé parce qu'on produisait énormément nous-mêmes de notre contenu, sur lequel on avait nos droits. Et on avait toujours des développeurs, dont moi, des gens qui se sont donnés en un mois, le dos au mur, en se disant, bon voilà, ils arrêtent de financer fin août. Est-ce qu'on peut faire une rentrée? Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner? Il n'y a qu'une chose qu'on peut vendre, c'est l'accès à nos programmes et peut-être en rattrapage. Voilà. Est-ce que les gens qui nous regardent seraient prêts à nous suivre et à prendre des abonnements, soutenir la chaîne financièrement pour qu'on puisse continuer? On ne sait pas, mais on doit essayer. En un mois, je me souviens, il y avait Guillaume, il y avait Alès, Cyril aussi, on a mis la main à la pâte, on a essayé de créer donc No Life Online, un système de télé de rattrapage dans son navigateur pour retrouver les émissions de la chaîne. Et les gens ont suivi. Ça nous a permis de tenir au moins le premier mois, jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, il y avait des trucs qui nous manquaient. Alors, on était sur des abonnements annuels, donc ça permettait de faire les premiers mois, mais pas de tenir une année entière. Au début, même seulement mensuel. On n'avait pas de paiement récurrent par carte bleue parce qu'on se mettait à l'e-commerce. Enfin, c'était la découverte en ce qui nous concerne. Et l'e-commerce à cette époque, c'était des fichiers à envoyer en format texte avec tant de caractères par-ci, par-là, les vieux formats COBOL, enfin mainframe, vraiment particuliers. Mais du coup, les gens qui avaient contribué nous imaginaient sauvés, mais oui, mais sauvés, mais pour un mois ou deux. Mais donc du coup, c'est là que j'ai commencé à faire le point sur No Life chaque semaine pour informer les téléspectateurs de l'état de santé de la chaîne et des nouveautés. Mais effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui ont reproché d'aller faire la mendicité à la télé, mais j'ai toujours essayé de montrer ça de manière claire en disant que No Life n'était pas quelque chose de vital, mais qu'on se devait de communiquer clairement et de dire si ça allait pas. Voilà. Et je ne sais quoi dire, à part un grand merci à tous ces gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Ça nous a permis effectivement de tenir jusqu'à l'arrivée de la pub, qui a permis de souffler à un moment. Je me souviens que 2013, on avait eu une bonne année de pub, on avait No Life Online qui fonctionnait. Du coup, on avait tenté encore d'innover avec Noco, donc d'étendre notre modèle à certains de nos partenaires qui voulaient rejoindre la plateforme. No Life s'éteint le 8 avril 2018. Épuisés financièrement et humainement, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La chaîne aura tenu 11 ans. En parallèle, des chaînes de télévision une troisième fois existaient, plus discrètes, plus techniques et presque oubliées. Souvenez-vous, dans notre deuxième acte, nous parlions de Canal Satellite et de ses décodeurs. Ces boîtiers ne se limitaient pas à afficher des chaînes. Ils pouvaient faire tourner des petits programmes informatiques. Et la concurrence féroce entre Canal Satellite et TPS a stimulé l'innovation. Dès que l'un lançait un service, l'autre devait riposter. Et c'est dans cette course que la société VisiWare lance Play-in TV, un service de jeu par abonnement accessible directement depuis la télécommande du décodeur. Frédéric Felag y entre en 2003. Techniquement, alors déjà, il faut savoir qu'on était quand même limité en termes de capacité technique. On travaillait au pixel sur les éléments qui devaient bouger. On était limité en nombre de couleurs. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que sur certaines versions de décodeur, on était limité à 16 couleurs. Donc, quand on fait du jeu, c'est vraiment un challenge. Et nous, on avait des équipes qui étaient vraiment spécialisées dans la création de jeux et le fait d'animer des sprites au niveau des pixels. Donc, on avait des équipes de graphistes, on avait des game designers, comme dans toutes les boîtes de jeux vidéo, et on avait des développeurs, des intégrateurs, des testeurs, etc., etc. Donc, c'est un programme informatique, si tu veux, qu'on envoyait
nous, en tant qu'éditeur, à TPS, et ensuite TPS envoyait ça sur le satellite. Le satellite le renvoyait aux paraboles individuelles, les paraboles le renvoyaient au décodeur, et le décodeur décryptait un peu tout ça et faisait jouer l'applicatif sur la plateforme. L'autre challenge, c'est que un décodeur, c'est quand même fait d'abord pour regarder la télé, et donc le moyen d'interagir avec le jeu, ça restait uniquement la télécommande, en tout cas dans un premier temps. Et donc on était limité à un certain nombre de touches, au bas, gauche, droite, OK. Donc ça, voilà. Et en plus, tu peux pas faire de combinaison, tu vois, comme sur les PlayStation ou Xbox actuels, ou même les Switch. Donc c'était un vrai challenge en termes de gameplay, de taille aussi de jeu. Ce qui fait qu'on était sur un segment de marché qui est assez différent du segment de marché auquel on pense quand on fait du jeu vidéo. On pense souvent hardcore gaming. Donc le hardcore gaming, c'est tout ce qui est console de jeu ou PC. Maintenant, les gens sont habitués, mais à l'époque, le casual gaming, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur téléphone mobile. Donc nous, on était encore avant ça, donc on était clairement sur du casual, c'est-à-dire des mécaniques de jeu très simples, parce qu'on était aussi contraint par la plateforme technique, et puis aussi de manière totalement transparente, c'est qu'on ne pouvait pas développer des jeux avec des budgets phénoménaux, parce que sinon, en termes de rentabilité, ça tenait plus la route. Donc voilà, on s'est constitué au fur et à mesure un catalogue de jeux. Plus de 350 jeux développés en 15 ans, déployés chez plus de 50 opérateurs dans le monde, de l'Australie aux États-Unis. Et le public n'est pas forcément celui qu'on croit. Un autre petit détail aussi, parce qu'on peut penser que ces jeux-là, ils étaient uniquement adressés aux enfants, ne serait-ce que par le positionnement sur Bandiagara. Bandiagara, c'était dans la thématique jeunesse avec un design jeunesse. Mais quand on regardait toutes les études, on s'apercevait qu'effectivement, on avait un tiers de l'audience qui était composée d'enfants. On avait également un tiers de l'audience qui était composée de femmes au foyer, responsables des achats. Et on avait un tiers de l'audience qui était des seniors. Pourquoi ? Parce que en fait, la télécommande, c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît, et c'était très simple à jouer. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas uniquement un service dédié qu'aux enfants. Les années 2010-2020 marquent l'extinction progressive du jeu vidéo à la télévision française. No Life ferme en 2018, Game One est sacrifié par Paramount Skydance en 2025, les chaînes thématiques payantes sont prises en étau, d'un côté les budgets publicitaires migrent progressivement vers Internet, et de l'autre les chaînes fast, ces chaînes gratuites financées par la publicité et diffusées en flux continu sur les box, viennent concurrencer les offres payantes avec du contenu de stock déjà amorti. Pourquoi n'y a-t-il plus d'émissions de jeux vidéo à la télévision française ? La question peut sembler naïve, mais elle mérite d'être posée frontalement. Le sport est toujours massivement présent à la télévision, le cinéma aussi, la musique également. Pourquoi le jeu vidéo, première industrie culturelle mondiale, a-t-il déserté le petit écran ? Aujourd'hui, l'offre est pléthorique en termes de contenu sur le jeu vidéo. On a tout accessible, des tests, des bancs d'essai, des informations. Enfin, tout est là. Si on a besoin d'avoir un avis pertinent sur tel ou tel jeu, tout est là, et puis c'est amusant, et puis c'est bien fait, il y a des youtubeurs excellents, et tout ça. Et ils refont, d'une certaine manière, ce que nous faisions sur France 3, mais avec des équipes et des budgets infiniment plus élevés. Aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation de ça. Et donc, il n'y a absolument plus besoin d'un micro-kids. On peut quand même trouver beaucoup de choses en termes d'actu. Pour la J-Musique, allez voir la chaîne de Caroline Ségara. Pour les jeux vidéo, vous avez Origami, vous avez Médoc, vous avez la newsletter de Thierry Falcoz. Allez vous inscrire, c'est très intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais on est obligé... Voilà, on a perdu ce côté où Alex vous propose quelque chose. Donc votre mix, il faut vous le faire vous-même. Moi, ça a été ma carrière pendant 40 ans. J'aime la télé, j'ai adoré la télé, etc. Mais il faut bien dire que la télé, pousse son déambulateur, quoi. Et donc, c'est normal que les chaînes de ce type-là disparaissent. Parce qu'en fait, en réalité, en termes de contenu, elles disparaissent pas, elles sont remplacées par 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux sur YouTube, sur Twitch, sur tout ce qu'on voudra. Mais effectivement, quand on avait créé avec Jean-Michel des émissions de télé il y a donc maintenant 40 ans, c'était à l'époque, par contre, la télé, c'était hyper important.
C'était le place to be. Mais ce n'est plus du tout the place to be. Ceux qui restent au-delà des chaînes disparues et des émissions oubliées, ce sont les gens. Jean-Michel Blottière, qui a inventé la presse jeux vidéo française et l'a portée à la télévision. Alain Lediberder, qui a bataillé dans les couloirs du ministère de la Culture, de France Télévisions et de Canal+, pour que le jeu vidéo soit reconnu comme une industrie culturelle et qui a inventé au passage un monde virtuel 10 ans avant tout le monde. Patrick Sarrea, passionné de télévision, devenu directeur des programmes à 26 ans. Alex Pilot et Sébastien Ruchet, qui ne savaient pas que c'était impossible et qui l'ont fait quand même. Frédéric Felag, qui a fait jouer le monde entier sur des décodeurs satellites ou du câble. Et tous les autres, Marcus, Patrick Giordano, Thierry Falcoz, El Didou, qui ont contribué à écrire ce chapitre de l'histoire des médias français. Merci à Jean-Michel Blottière, Patrick Sarrea, Sébastien Ruchet, Frédéric Felag et Alain Lediberder pour leur témoignage. J'en profite également pour vous signaler 2 projets qui méritent le détour. Tout d'abord, Histoire de la télévision, le projet porté par Patrick Sarrea. C'est une chaîne gratuite, accessible 24 heures sur 24 et entièrement dédiée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine audiovisuel français. Vous y trouverez notamment des archives restaurées de C2 Points et de Game One et très bientôt des émissions de MicroKids. C'est à suivre sur histoiredelatelevision.com et une application qui est accessible sur les stores d'Apple et Android. Ensuite, si vous voulez prolonger l'aventure sur papier, je vous recommande chaudement Téléstar, 40 ans d'émissions de jeux vidéo à la télévision française de Nicolas Bonzon aux éditions Omake Books. 368 pages, une soixantaine de témoignages d'animateurs, de producteurs et de réalisateurs, de Pixifolie à No Life. C'est le premier ouvrage entièrement consacré à l'histoire des émissions de jeux vidéo à la télévision française. C'est vraiment un indispensable. Et enfin, si vous êtes passionné de jeux vidéo, je vous recommande l'émission RNG, consacré au rouage et à l'actualité et à l'histoire de cet univers qu'est le jeu vidéo. Vous pouvez retrouver cette émission RNG sur Radio Campus Paris. C'est diffusé également un samedi par mois en alternance entre autres avec Encyclomédia et en podcast sur le site de Radio Campus Paris et sur les plateformes d'écoute. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez tout au long de ces 4 prochaines semaines les bonus de cet épisode, l'intégralité de nos entretiens avec chacun de nos 5 invités de ce soir, l'occasion d'en savoir plus avec des histoires et des anecdotes passionnantes qui ne tenaient pas dans ces 58 minutes. Rendez-vous sur notre site internet encyclomedia.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encyclomédia, c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau voyage dans l'histoire des médias. On parlera notamment de Minitel et de quand France Télécom voulait freiner la plantation d'Internet dans les années 90 en France. Ça sera totalement passionnant. D'ici là, continuez l'aventure sur encyclomedia.fr. Cette émission est à retrouver en podcast sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes d'écoute. Très bonne soirée sur notre antenne.